Alors, bon, maintenant on va parler donc de la situation suédoise, puisque il me semble que, alors décentrer le regard, ça nous offre l'opportunité de réfléchir à notre propre pratique, à nos propres cadres de pensée. Et c'est ce point de bascule qui m'a animée dans l'entreprise de comparaison des systèmes judiciaires français et suédois, lorsque les logiques du processus judiciaire, qui m'étaient les moins familières en Suède, m'ont semblé finalement être plus évidentes que celles que je connaissais pourtant depuis plus longtemps en France. Donc le cas suédois, à ce moment-là, il agissait comme un miroir tendu sur les mécanismes et les paradoxes du système français, qui me sont parus à nouveau surprenants, intrigants, et ce qui m'a invité à déconstruire un peu la toile de fond qui normalisait mes observations en France. Donc j'espère que cet exposé, qui est donc centré sur le cas suédois, pourra déclencher un processus similaire de singularisation du familier dans nos représentations au sujet donc de la prise en charge des auteurs de violences que nous connaissons en France. Alors, la Suède, elle est régulièrement citée comme l'un des pays les plus progressistes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais malgré cette position privilégiée, les femmes y font tout de même l'expérience de violences de la part de leurs partenaires. Donc, selon une enquête nationale conduite en 2001 auprès de 10 000 femmes, 46% des répondantes avaient fait l'objet de violences physiques, sexuelles, de menaces, de harcèlement, de violences psychologiques de la part d'un homme, dont il s'agissait dans 61% des cas, de leur partenaire ou d'un précédent compagnon. Et d'ailleurs, on observe généralement une prévalence plus élevée des violences envers les femmes dans les pays associés à une plus grande égalité des sexes. Donc, c'est le résultat de l'enquête conduite en 2002 par l'Agence européenne des droits fondamentaux auprès de 42 000 femmes dans l'Union européenne. Donc, on observe sur ce graphique que parmi les pays où les femmes déclarent les taux les plus élevés de violence se trouvent donc la France et la Suède, tandis que les Polonaises, les Autrichiennes, les Croates en déclarent le moins. Donc, plusieurs hypothèses tentent d'éclairer ce paradoxe, soit que l'émancipation des femmes générerait davantage de violences de type réactionnaire, que l'on associe d'ailleurs volontiers à des hommes issus de certains groupes sociodémographiques perçus comme en décalage avec les normes égalitaristes contemporaines, ou soit que les taux de violence reflèteraient finalement des niveaux de divulgation relatifs à la déprivatisation du problème nationalement parlant et à sa mise à l'agenda donc politique et médiatique. Donc pour le dire autrement, plus le phénomène des violences est publicisé, plus le tabou autour de sa persistance est levé, et moins les femmes tolèrent les violences qu'elles subissent, et plus elles ont tendance à les dénoncer de manière systématique. Donc, de l'incertitude de ces propositions, il ressort néanmoins un consensus en Suède. C'est l'idée selon laquelle les violences sont un phénomène complexe, enraciné dans des mécanismes sociaux de subordination et d'inégalité de genre. Cette perspective-là, elle structure la prise en charge sociale et judiciaire de ces violences donc en Suède. Et on va voir un peu comment se construit ce maillage. Donc en Suède, les violences faites aux femmes représentent un enjeu important des mouvements féministes de la seconde vague et institutionnalisé de longue date au sein du gouvernement. Le ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes existe depuis 1954 à l'initiative du Parti social-démocrate et a été pérennisé malgré l'alternance des partis au pouvoir, ce qui a favorisé la continuité du travail interministériel sur les violences. Donc les féministes se mobilisent à partir des années 70 pour dénoncer les violences perpétrées contre les femmes et les enfants dans l'intimité des foyers suédois. Il y a un premier centre d'accueil qui ouvre en 1977 et le premier refuge pour femmes victimes de violences est construit l'année suivante à Göteborg. Et quelques mois plus tard, un second ouvre à Stockholm, qui est donc la capitale du pays. Donc ces structures, elles sont progressivement institutionnalisées dans les années 80, avec notamment en 1984 la création d'un réseau qui réunit 90 refuges pour femmes et jeunes filles dans le pays et plus d'une trentaine de standards téléphoniques. En 1996, il y a un autre réseau d'associations qui est créé et qui réunit, lui, 130 structures d'accueil de jour, d'information, d'orientation pour les femmes, les jeunes filles, les enfants et également toutes les personnes qui présentent des problématiques psychologiques et d'addiction. Donc l'État suédois, par le biais du Conseil national de la santé et du bien-être social, offre des subventions aux municipalités permettant de pérenniser l'ouverture de ces structures. Mais la décentralisation de ces dotations engendre de fortes disparités sur le territoire et freine la professionnalisation de l'accueil des victimes de violences qui reste alors marquée par des taux élevés de bénévolat, ce qui renforce d'ailleurs le caractère insuffisant des subventions.
Alors, au début des années 90, les centres de recherche sur le genre financent et publient des recherches académiques sur les inégalités de genre, contribuant ainsi à médiatiser les mécanismes des violences. Certains hommes se montrent réactifs à la lecture de ces rapports et s'organisent afin de contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes aux côtés des mouvements féministes. Donc en 1995, il crée l'association Les Hommes pour l'égalité des sexes, qui œuvre par divers projets à la transformation des comportements masculins et des représentations autour de la virilité. Comme le souligne d'ailleurs son président que j'ai pu rencontrer en 2015. Je vous ai mis la citation d'entretien. Alors, en empruntant un modèle similaire à celui de l'émergence de l'action féministe, les Consciousness Raising Groups, ces hommes se réunissent plusieurs fois par mois et échangent sur leurs expériences et réfléchissent au mode de politisation de la violence des hommes. Donc, ils s'inspirent pour cela de leurs homologues norvégiens qui se sont structurés autour de centres anti-violence à Oslo, qui propose dès 1987 de la formation, de la consultation et du conseil aux professionnels, également aux individus, aux particuliers. Donc si les collaborations avec les mouvements féministes sont d'abord difficiles, leur intensité croît à mesure que l'association fait la démonstration de son adhésion aux perspectives féministes. Donc ses membres sont universitaires, travailleurs sociaux, médecins, journalistes, et leurs efforts de déconstruction des rôles de genre et des normes de la masculinité sont nourris par des théories académiques et bénéficient d'une très forte médiatisation. En 2002, ce contexte favorable à la prise en charge des auteurs de violences débouche sur l'ouverture de 11 crisis centers pour auteurs de violences en Suède et fédérés autour d'un réseau. Ils reçoivent des subventions pérennes également du Conseil national de la santé et du bien-être social, des municipalités et aussi des hôpitaux. Donc, dans ces centres, des thérapeutes, des travailleurs sociaux, des socionomes, des psychologues prennent en charge les questions d'addiction, de précarité et de violence pour des passages à l'acte non judiciarisés. Cette prise en charge, elle se fait sur la base du volontariat de leurs auteurs, sur le modèle de groupes de parole et de rendez-vous individuels. J'ajoute que la plupart des crisis centers disposent également d'une capacité d'hébergement, et ce dès 2002, ce qui a permis une prise en charge globale et contribué aussi à rendre effectives les évictions du domicile pour une meilleure protection des victimes de violences. Donc cette première partie, elle présentait la dimension sociale de la prise en charge des violences, et je passe donc à la suivante qui introduit la dimension pénale. Donc en 1990, l'historienne Yvonne Eerdman publie The Gender System Theoretical Reflection on the Social Subordination of Women. Elle y montre que les violences faites aux femmes font partie intégrante des inégalités entre les hommes et les femmes, et elle affirme qu'en cela, ces violences doivent constituer une priorité politique pour l'ambition égalitaire du pays. Donc, à la lecture de ce rapport, Bengt Wettesberg, qui est vice-premier ministre, décide de nommer une commission gouvernementale chargée de proposer une réforme législative sur le problème de la violence, et ils y associent également le problème de la prostitution. Donc, parmi les principaux résultats de l'enquête menée par cette commission entre 1993 et 1995 est souligner la difficulté qu'ont les victimes à se remémorer avec précision les dates des violences en raison de la continuité avec laquelle elles en font l'expérience. Donc leur proposition, elle consiste à simplifier les exigences de l'administration de la preuve, à inscrire au code pénal la notion de continuum afin de sanctionner non seulement les violences, mais aussi le contexte d'emprise qui constitue la réalité vécue par les victimes. Puisqu'entre deux épisodes de violence, leur quotidien est généralement fait d'interdictions, de privations de moyens de communication, de propos humiliants, de menaces, qui atteignent finalement durablement leur estime personnelle. Donc pour cela, les membres de la commission suggèrent d'inscrire une nouvelle loi au code pénal. C'est la violation flagrante de l'intégrité des femmes. Le contexte sociopolitique est propice à l'adoption de cette loi, puisque plusieurs personnalités charismatiques du féminisme suédois composent le gouvernement, donc au ministère de l'Égalité, au ministère de la Justice, et également au poste de vice-première ministre. Göran Persson, qui est lui Premier ministre du gouvernement social-démocrate, se déclare lui-même féministe en 1996. On est en 1996. Et donc en 1995, lors de la 4e conférence des Nations Unies à Beijing, la Suède est reconnue comme le pays le plus égalitaire au monde. Donc on a vraiment un contexte très propice à l'adoption de cette loi qui est donc promulguée le 1er juillet 1998, après toutefois de nombreux débats. Effectivement, les débats se sont concentrés sur les 3 transformations majeures
que cette proposition de loi impliquait. Donc il s'agissait de rompre avec l'universalisme juridique, de légiférer sur le contexte et donc sur des comportements difficiles à anticiper de manière exhaustive pour caractériser la notion de continuum. Et enfin, la difficulté s'agissant de l'administration de la preuve de l'atteinte à l'intégrité d'une femme. Donc s'agissant d'abord de l'universalité. Un compromis est introduit dans la loi, puisque c'est sa déclinaison en 2 paragraphes distincts. Donc le premier renvoie à des figures de victimes et de coupables au genre neutre, et l'autre, le second paragraphe, désigne la victime comme étant une femme et l'auteur des violences comme étant un homme. Les sanctions étant similaires pour les 2 paragraphes, le second illustre une dimension symbolique adaptée donc au principe du droit suédois. S'agissant de la notion de continuum, les débats ont conduit à adopter une loi aggravant les sanctions d'infractions existantes plutôt que de créer une infraction relative au continuum. Donc la violation flagrante de l'intégrité d'une femme se présente comme une infraction composite qui introduit 2 nouveaux paradigmes pour traduire en droit la notion de continuum. C'est le paradigme de la répétition. Donc la loi consiste à aggraver les sanctions d'une série de 3 ou 4 infractions mineures qui, ensemble, constituent une violation répétée de l'intégrité d'une femme. Et c'est également le paradigme de la durée. La répétition doit effectivement illustrer une dimension systématique qui implique un intermède relativement court entre chaque infraction pour pouvoir les penser collectivement et le tout devant durer toutefois suffisamment longtemps pour atteindre l'intégrité d'une femme. C'est une loi qui est relativement difficile à mettre en œuvre, on va le voir tout de suite. S'agissant de l'administration de la preuve de l'intégrité de la violation de l'intégrité d'une femme, les violences psychologiques et les conséquences psychologiques des violences subies par la victime ne constituent pas une infraction en soi. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que la victime fasse la démonstration de l'atteinte à son intégrité. Le législateur considère que les violences subies sont de nature à toucher son estime. Et donc la mise en œuvre de cette infraction reste difficile, comme je le disais, puisque selon l'Agence nationale pour la prévention de la délinquance, en 2018, seuls 17% des cas de violation flagrante de l'intégrité d'une femme identifiés par les services de police ont fait l'objet de poursuites et 9% des affaires seulement identifiées ont donc été sanctionnées par un tribunal. J'ajoute que la peine encourue va de 6 mois d'emprisonnement à 6 ans. Et ensuite que dans la continuité donc, de l'intégration de cette perspective genrée dans le code pénal, les sanctions à destination des auteurs de violences reflètent également une approche spécifique avec donc pour horizon la transformation des représentations. Donc lorsque les violences sont judiciarisées, la prise en charge de leurs auteurs est assurée par les services pénitentiaires et de probation qui relèvent du ministère de la Justice. Ils mettent en œuvre un programme à destination des auteurs de violences qui est donc Integrated Domestic Abuse Programme qui est mis en œuvre en milieu ouvert et également en milieu fermé. Donc IDAP est inspiré du modèle d'intervention développé dans la ville de Duluth aux États-Unis dans les années 80 par 2 chercheurs, Ellen Pence et Michael Paymar. Il est conçu pour des hommes majeurs ayant exercé des violences physiques et ou sexuelles dans le cadre de relations hétérosexuelles. Il est le seul modèle en Suède à disposer d'une forme d'accréditation et son déploiement à l'échelle nationale en 2004 a progressivement permis l'institutionnalisation de la formation des agents de probation aux violences entre partenaires intimes, également l'homogénéisation des pratiques de prise en charge des auteurs de violences. Et tout ça a contribué à l'actualisation du cadrage politico-juridique précédemment décrit, donc qui a été adopté dans les années 90, jusque dans la prise en charge des auteurs de violences par le système judiciaire. Donc ce programme, il se structure autour des notions de pouvoir et de continuum, selon lesquelles les passages à l'acte ne sont pas des phénomènes isolés, mais prennent racine dans un ensemble de comportements chroniques, réguliers, insidieux, dont les ressorts sont évidemment structurels, et qui a pour finalité l'exercice d'un contrôle et d'une emprise sur la partenaire. Donc c'est la même perspective qui structure l'infraction de violation flagrante de l'intégrité d'une femme, précédemment décrite, bien qu'elle ne lui soit pas exclusivement réservée. Donc les programmes sont animés par un binôme de facilitateurs composé d'un homme et d'une femme. Et c'est là une règle incontournable permettant aux couples animateurs d'illustrer un modèle de rapport de genre égalitaire par leurs interactions et par leur comportement. Donc ces facilitateurs, ils sont généralement diplômés d'un master de droit, de psychologie, d'économie, de sciences politiques ou encore de sociologie. C'est assez large.
Le programme repose sur une succession de 9 modules indépendants. Donc chaque module implique 3 séances de 2 heures chacune, incluant donc 27 semaines durant lesquelles divers thèmes vont être abordés. La première séance de 2 heures, elle sert d'introduction. La seconde, elle invite au témoignage personnel des auteurs de violences. Et la troisième séance, de 2 heures également, donc, consiste à proposer un ensemble de stratégies d'évitement du recours à la violence. Ce programme étant basé sur une approche par l'apprentissage social, l'expérience des pairs permet aux auteurs de violences sanctionnées de reconnaître les signes de violence et de contrôle, donc d'abord avec une certaine distance, puis d'appliquer cet apprentissage théorique à leur situation personnelle au cours de jeux de rôle. Les modules abordent de manière non exhaustive ici la responsabilité parentale, la notion de consentement sexuel, les négociations conjugales. Il s'agit en réalité de faire prendre conscience aux participants des privilèges masculins et des inégalités sociales de sexe. Toutefois, pour les hommes suédois condamnés par la justice, le privilège est une notion abstraite qui contraste avec leur expérience qui est faite de difficultés à incarner les rôles de genre, d'injonctions à la réussite sociale et professionnelle. Enfin, j'imagine des choses que vous devez rencontrer régulièrement. Et alors, ils auraient plutôt le sentiment que les victoires féministes sont nombreuses, que l'égalité est acquise de longue date, tandis qu'ils se sentent encore oppressés par les normes de la masculinité. Alors les facilitateurs, eux, ils ont tendance à opérer un déplacement de ce cadrage en abandonnant progressivement la perspective structurelle du programme et les références au rapport de pouvoir et au rapport de genre au profit d'une approche qui serait plus centrée sur l'expérience des participants, qui offre donc plus de garanties quant à la réceptivité du discours, ce qui est tout de même un enjeu fort. Ainsi, le programme tel qu'il est mis en œuvre, il correspond à une hybridation des consignes de ses concepteurs et de l'expérience pratique des facilitateurs. Mais toutefois, pour contrebalancer le risque d'une individualisation de la question des violences dans les pratiques professionnelles, les services pénitentiaires et de probation, ils développent des collaborations avec les structures d'accueil des victimes de violences, en les invitant notamment à témoigner au cours des programmes. Et les services de probation développent eux-mêmes un service dédié aux victimes. Comme ça, ils restent vraiment connectés aux enjeux des violences conjugales, aux enjeux structurels de ces violences. Et j'ajouterais également que le fait de travailler en collaboration avec les structures d'accueil des victimes de violences est pour eux un gage d'objectivité dans leur travail au quotidien. Alors, l'intégration d'un auteur de violence condamné au programme n'est pas automatique. En milieu ouvert, le prévenu doit présenter des risques de récidive, de dangerosité ou d'accroissement de la gravité, moyens à élever, afin de justifier les efforts que représente l'investissement dans le programme. Je vous rappelle que c'est 27 semaines de travail. Donc les risques, ils sont évalués à partir d'un dispositif conçu à cet effet, le SARA, donc Spousal Assault Risk Assessment, qui a été développé dans les années 90 au Canada par des psychologues et des psychiatres. Donc ce sera probablement un peu redondant avec la précédente intervention, mais je développe quand même un petit peu. Cet outil, en fait, il évalue les risques par la méthode du jugement professionnel structuré, qui repose donc à la fois sur les caractéristiques de l'identité sociale de l'individu et sur un ensemble de variables situationnelles permettant une certaine souplesse dans l'évaluation. Donc, l'évaluation, elle comporte 15 items répartis en 3 catégories, ainsi que le restitue donc le tableau suivant. Et les facilitateurs vont être particulièrement vigilants à l'item correspondant à l'escalade de la violence, à celle des problèmes relationnels que peut présenter l'individu en question, notamment si son cercle de sociabilité est lui-même enclin à avoir des comportements relatifs à la délinquance, et enfin à des facteurs de vulnérabilité chez la victime, et notamment l'expression d'une peur extrême qui ne doit pas être décrédibilisée dans le récit qu'elle fera des violences subies. Donc ce qu'on comprend avec ce prédispositif à l'intégration donc, des auteurs de violences dans le programme IDAP, c'est que le paradigme du risque, finalement, il est polymorphe. Et alors en Suède, il est illustré donc, par la gravité létale des violences subies, qui sont expertisées par un médecin légiste, mais ainsi que par les possibilités objectives que les violences se reproduisent dans un futur proche. Donc chaque item est évalué selon l'état qualitatif du risque encouru, s'il est avéré, potentiel ou inexistant dans la situation actuelle.
Donc, outre les risques réels, les agents de probation doivent pouvoir identifier aussi chez le prévenu, et ça c'est essentiel, des dispositions cognitives nécessaires à l'élaboration d'une réflexion sur le passage à l'acte, ainsi que en fait, une volonté de changement de son comportement. Donc, pour évaluer la propension des individus à produire une analyse réflexive de leur passage à l'acte, ces agents mobilisent leur expérience ainsi que leur culture professionnelle, laquelle est résolument optimiste et convaincue de leur capacité à produire du changement social, ce qui est positif. C'est la raison pour laquelle, sauf une aptitude particulière, ils encouragent généralement un suivi thérapeutique et collectif des auteurs de violences avec le programme AIDAP. La politisation de leur rôle aux agents de probation les enjoint à considérer réellement en Suède leur mission comme une croisade socialisatrice incontournable du point de vue des enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc s'ils admettent l'existence de rapports de pouvoir asymétriques au bénéfice des hommes, leur rôle, c'est aussi de souligner l'assujettissement de ces hommes à cette oppression. Alors, la généralisation de ces programmes s'est accompagnée d'un certain nombre de débats quant à leur efficacité, on en parlait à l'instant, et à la manière la plus pertinente de mesurer cette efficacité. Les taux de récidive sont généralement admis comme étant des indicateurs, mais leur fiabilité pose question et soulève un certain nombre d'angles morts. Effectivement, ils sont fonction des modes d'enregistrement et de gestion des flux des procédures. Ils ne permettent pas de considérer les changements de comportement à l'égard des femmes de manière générale. Les violences peuvent également être exercées sur une nouvelle partenaire des années plus tard, enfin, sortir du cadre de la récidive légale. Et enfin, l'expérience de judiciarisation des violences subies peut être un facteur de découragement à la perspective de réactiver le processus judiciaire par une même victime. Donc, si l'objectivation par le filtre judiciaire apparaît finalement peu satisfaisant, l'adoption d'une approche plus discursive apporte quelques précisions. Donc, il s'agit d'interroger la manière dont les participants justifient leur passage à l'acte au début, au cours et à l'issue du programme et de tenir compte de ces évolutions. Donc, on n'a aucune peine à imaginer combien ce protocole d'enquête longitudinale serait complexe, coûteux et chronophage. Mais il faut d'ailleurs également penser à isoler le facteur programme parmi tous ceux susceptibles d'avoir un effet sur la transformation des représentations de ces individus. En l'occurrence, les résultats de telles recherches sont nuancés quant à la capacité des programmes à transformer les représentations. Donc, le sociologue Lucas Kodzen, qui est un Suédois, donc, a observé la permanence d'un discours ambivalent chez les auteurs de violences qui ont participé au programme AIDAP. Ces hommes se racontent en mettant en avant en fait, leur sens des responsabilités familiales, des valeurs pro-féministes non violentes, tout en minimisant leur passage à l'acte et en présentant leur violence comme une réponse rationnelle à l'irrationalité du comportement de leur partenaire, ce qui n'est pas très encourageant. Donc, pour terminer, les violences entre partenaires intimes, elles font l'objet d'un traitement qui est toutefois spécifique en Suède en tant qu'elles s'inscrivent dans une économie générale de rapports de pouvoir asymétriques, donc entre les femmes et les hommes. Et ce qui illustre le modèle suédois, c'est finalement la collaboration entre les sphères pénales et sociales très forte pour assurer une prise en charge globale et structurée autour du principe de réhabilitation des auteurs de violences. Et pour terminer, j'ajouterais que c'est là une caractéristique très singulière du phénomène des violences entre partenaires intimes que de ne souffrir aucune frontière, tant il est universel et tant il connecte les dimensions pénales, civiles, sociales, politiques et domestiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage international au travers de la pratique en Suède, hein, qui est, je pense, a été précurseur sur ces. Je pense pas qu'il y ait des pays qui soient saisis plus tôt de ces questions-là, enfin en tout cas. Mais on voit bien aussi la complexité de la prise en charge. Hein. Je pense que le titre qu'on avait choisi, le défi de l'accompagnement des auteurs, est bien illustré. Donc, si vous avez quelques questions pour Marine Delaunay sur ces deux interventions, d'ailleurs, c'est le moment, à moins que la fin vous tenaille expressément. Est-ce qu'il y a quelques questions, remarques, interventions, témoignages? Oui. Alors, je suis derrière vous, ici. Bonjour. J'aurais une question sur la première recherche que vous avez présentée, en montrant quand même une majorité d'auteurs issus de classes populaires. Je voulais savoir si vous avez pensé à comment aussi apercevoir les classes aisées qui, elles, justement, échappent au circuit judiciaire.
Excusez-moi, je m'étouffe. Et deuxième question, par rapport à votre recherche sur la Suède, est-ce que vous avez aussi eu une réflexion qui expliquerait pourquoi, par exemple, la Suède, le Canada ont beaucoup avancé déjà dans les années 80-90 et pourquoi ici encore la mobilisation masculine ne prend pas? Alors, merci beaucoup pour ces questions. Alors, effectivement, la recherche Jean Vipard, elle vise aussi à interroger les biais institutionnels qui permettraient d'expliquer les raisons pour lesquelles on retrouve au service pénitentiaire de Gironde une majorité d'individus issus des classes sociales les plus populaires. En multipliant nos interventions dans les archives du tribunal judiciaire, peut-être qu'on se rendra compte qu'en fait, les classes sociales les plus favorisées, les plus aisées, bénéficient d'autres types de dispositifs. Et je pense notamment au CRPC, par exemple. C'est une hypothèse sur laquelle on travaille encore, mais c'est une hypothèse très forte. Et en fait, c'est une hypothèse qui est assez classique en sociologie du droit, de savoir que la justice exerce une influence, ne se rend pas de la même manière selon la classe sociale à laquelle on appartient. Alors, pas seulement sur le cas des violences conjugales, mais sur le cas des délits routiers et autres. Donc, c'est une hypothèse très classique sur laquelle on travaille avec l'équipe Jean Vipard, effectivement. Ensuite, vous m'aviez posé une question sur le cas suédois. Alors, expliquer les raisons pour lesquelles la Suède s'intéresse à la question des auteurs de violences depuis un petit peu plus longtemps que nous. Alors, je crois que, comme je le disais, c'est que la question de la prise en charge des violences conjugales est institutionnalisée depuis si longtemps qu'en fait, il n'est plus nécessaire de se battre pour obtenir des subventions. Alors, ceux-ci ne sont pas toujours suffisants pour la prise en charge des victimes, mais les mobilisations féministes, les mouvements féministes considèrent l'État comme un allié dans la lutte contre les violences conjugales et les violences faites aux femmes de manière générale. Donc, ça permet déjà de tranquilliser une partie de la lutte contre les violences. C'est vrai que les subventions, la pérennisation de l'ouverture des structures d'accueil, une fois que ça s'est acquis, on va dire, on peut se projeter un peu plus loin dans la prise en charge. Et donc, je pense qu'une très forte hypothèse, c'est pas seulement une de mes hypothèses, mais c'est une hypothèse qu'on retrouve dans la littérature qui permet d'expliquer que la cooptation par l'État des idées féministes s'est faite très tôt. On retrouve ça, si on étudie historiquement parlant le Parti social-démocrate, mais que cette cooptation-là, elle a permis vraiment qu'émerge la question des auteurs de violences comme étant une question supplémentaire à régler dès lors que la prise en charge des victimes, elle était assurée. Et également, tout ce que je disais sur le contexte les Suédois sont très fiers aussi de leur politique et donc sont ravis de pouvoir exporter leur modèle et donc surtout de s'y conformer à leur modèle. Et donc ça participe aussi, je pense, à ce mantra national que de dire, on est le pays de l'égalité entre les femmes et les hommes et les Suédois sont eux-mêmes pro-féministes dans par nature. Alors ça pose plein d'autres problématiques. Il y a quelque chose de très culturel, mais aussi de très structurel dans la fabrication des politiques publiques suédoises et dans la manière dont la politique coopte les mobilisations de lutte contre les inégalités de manière générale. C'est une réponse très longue, je suis désolée. Moi aussi, j'ai faim en plus. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question, intervenir? Oui, Stéphanie. Oui, alors peut-être quelques données chiffrées. Vous nous parlez du taux de récidive qui est difficile à calculer, mais quel est-il? Le nombre de féminicides, par exemple, c'est un chiffre récurrent en France. On nous annonce à chaque décès combien à un moment le compteur augmente. Quel est-il en Suède? Et puis peut-être ce programme, on voit effectivement qu'il est proposé par les conseillers pénitentiaires, mais quel est finalement le traitement pénal qui en est fait? Ces personnes, est-ce qu'elles sont en détention ou bénéficient de mesures alternatives? Est-ce que vous avez des éléments sur les sujets? Oui, alors, sur les chiffres relatifs à la récidive
En Suède, je ne vais pas en avoir, simplement parce que la loi que je vous ai présentée, c'est la seule qui permet de traiter véritablement les violences dites conjugales. En Suède, le terme violence conjugale, il n'existe pas. Donc, on va avoir des infractions qui vont être aggravées selon que les violences se tiennent au domicile, en présence des enfants ou donc d'un homme envers une femme. Mais la notion de violence conjugale, elle n'est pas déportable au cadre suédois. Donc pour le coup, je ne peux pas comparer les taux de récidive français et suédois. On ne définit pas du tout ces violences-là de la même manière en Suède. Et ce qui est important en Suède, c'est que ces violences se soient tenues en présence d'un enfant et aient été exercées par un homme envers une femme. Ce qui n'est pas le cas en France, pour le coup. Comparer les taux de récidive, c'est impossible parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ensuite, IDAP, c'est un programme qui est mis en œuvre à la fois dans le milieu fermé et aussi dans le milieu ouvert. Donc, la Suède, c'est un pays qui ferme ses prisons, qui en fait des hôtels. Ça nous donne déjà un bon aperçu de l'orientation des politiques pénales. Donc, pour le coup, c'est un programme qui est mis en œuvre en prison aussi, qui s'étend sur un peu moins de 27 semaines, puisque le temps est beaucoup plus long en prison, donc il y a beaucoup plus de sessions d'organiser. Mais il fonctionne exactement de la même manière. Il y a autant de modules évoqués, abordés. La méthodologie est strictement la même. Un couple de facilitateurs composé d'un homme et d'une femme, et un vrai travail autour des représentations de la masculinité et de la féminité. IDAP en Suède, c'est vraiment un programme incontournable pour les auteurs de violences. La plupart sont sanctionnés C'est une peine en tant que telle, oui, absolument. C'est une peine qui s'inscrit donc dans un... c'est pas une peine alternative, c'est véritablement une peine de 27 semaines, longue de 27 semaines, en tout cas, d'investissement dans le programme, ouais. Et les féminicides, alors après, voilà, c'est la coloration française aussi. Oui. J'ai pas les chiffres des féminicides en Suède. Est-ce qu'il peut y avoir des volontaires qui rentrent dans ce dispositif ou c'est uniquement dans la chaîne pénale, ou est-ce qu'on peut être volontaire pour rentrer dans ce programme ? Oui, on peut être volontaire à condition d'avoir fait l'objet d'une sanction pénale. Pour le coup, c'est vrai que les auteurs de violences peuvent eux-mêmes montrer en tout cas de bonnes prédispositions à l'intégration de ce programme. C'est d'ailleurs une des conditions à l'intégration au programme. Mais je me souviens que les facilitateurs me disaient avoir rencontré des individus qui, avant même la sanction, disaient « Non, mais moi, je veux bien intégrer IDAP ». En plus, c'est un programme qui est vraiment très médiatisé. Tout le monde en a entendu parler. La sanction pénale, c'est pas possible. Enfin, quelqu'un qui... Pour le coup, la prise en charge des auteurs de violences en dehors du système judiciaire, elle se fait par les associations dont je vous ai parlé, les Crisis Centers, qui, eux, mettent en œuvre un programme en fait similaire qui s'inspire beaucoup de IDAP. Mais donc donc c'est volontaire, donc il n'y a pas d'obligation à suivre les modules, mais les modules fonctionnent de manière relativement symétrique, effectivement. Ouais.